Donc, à la question du jour, il est au micro de Lise Benkemoun. Guy-Philippe Goldstein, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on a posé la question suivante à nos auditeurs. La nomination d'Elon Musk dans l'administration de Donald Trump vous inquiète-t-elle? Et comme souvent, Guy-Philippe, selon les réseaux, nos auditeurs ne sont pas d'accord. Alors, 100% de oui sur X, le réseau d'Elon Musk. En revanche, sur les deux autres réseaux sur lesquels on a posé la question, c'est-à-dire sur Insta et sur Facebook, sur Insta, on a 59% de non, donc une majorité de non. Et sur Facebook, 51% de oui, donc voilà, un petit oui sur Facebook. Et donc, vous qui êtes spécialiste en cybersécurité, et aujourd'hui, on va discuter un peu de prospective avec vous, puisque c'est une autre de vos spécialités, Guy-Philippe Goldstein. Est-ce que vous, cette nomination d'Elon Musk, elle vous inquiète? Alors, je suis comme vos auditeurs, je suis très partagé, mais pour le dire tout de go, il y a une inquiétude sur l'émergence de Elon Musk au sein, on va dire, de cet appareil d'État que Trump est en train de constituer. C'est l'homme le plus riche aujourd'hui de la planète, en grande partie grâce à Tesla, pas grâce à X Twitter, parce que c'est il a réussi apparemment à fondre sa valeur d'une manière assez brutale depuis qu'il l'a repris. Euh, et à côté de ça, cette unité, on l'a déjà évoqué sur vos antennes, Lise, c'est une personnalité de plus en plus trouble, de plus en plus trouble parce qu'on l'a déjà dit sur X Twitter, il n'a pas fait le travail de lutte contre l'antisémitisme qu'on était en droit d'attendre pour la gestion d'un réseau aussi important que celui de Twitter. Il y a une enquête du DSA européen qui a été lancée contre lui. Et il a même d'ailleurs parfois retweeté des comptes ouvertement antisémites. Euh, et après, en essayant de se racheter, en allant en Israël, en allant à Auschwitz, mais d'une façon, faut le dire, qui était relativement maladroite. Euh, et là, on le voit apparaître vraiment au cœur du pouvoir de Trump, sachant que, et ça a été révélé non pas par un journal très libéral, mais par le Wall Street Journal, qui est quand même l'une des institutions les plus conservatrices aux États-Unis, que ça fait apparemment depuis 2 ans peut-être qu'il y a des échanges confidentiels avec Vladimir Poutine, qu'il a un jeu trouble avec l'utilisation de Starlink en Ukraine, mais peut-être aussi dans le Donbass, peut-être aussi utilisable par les Russes, et que très récemment, il n'y a pas plus tard que 24-48 heures, il s'est permis de retweeter sur des propos de Zelensky en le trollant d'une certaine façon. Donc là, on voit effectivement l'apparition de quelqu'un qui en plus a des intérêts avec la Chine, puisque l'une de ses méga factories se trouve à Shanghai, et donc des intérêts qui potentiellement peuvent être contradictoires, opposés, non seulement aux intérêts des alliés des États-Unis, mais peut-être même aux intérêts des États-Unis en tant que tel, à l'intérêt national. Eh bien voilà, c'est un petit peu toutes les questions très troubles qui sont aujourd'hui posées, sans même évoquer le fait, et ça a été prouvé, que X Twitter a rehaussé, à partir du moment où Elon Musk a pris position ouvertement pour Trump, très clairement, le nombre, les partis pris républicains est apparu dans l'algorithmie parce que tout d'un coup, les candidats républicains, les opinions pro-républicaines ont sauté en termes d'affichage sur Tweet et donc sur X Twitter. Et donc, on a tout un ensemble de points qui font dire que c'est une personne très partisane. C'est une personne aussi avec un caractère très mercurial et capable de s'occuper de choses que peut-être on ne connaît pas très bien, à savoir les questions de géopolitique, de diplomatie, avec des personnes qui, elles, sont très au fait de ces choses-là et sont très malines, comme par exemple Vladimir Poutine. Donc là, il y a quelque chose d'ailleurs qui est un petit peu en écho potentiellement avec Trump, une personne qui a beaucoup d'ego, qui a beaucoup d'argent et sur lequel peut-être on peut le cultiver, entre guillemets, comme on dit dans l'enseignement, et l'utiliser en jouant justement sur ces aspects-là. Donc oui, au total, je vais vous donner mon opinion. Je suis inquiet de l'émergence de Elon Musk à l'intérieur de l'appareil d'État de Trump et de manière générale.
pour le dire, et on peut en discuter, je suis un petit peu inquiet des choses que l'on vient de voir depuis une semaine, où il y a eu des choses initialement très intéressantes et potentiellement pas négatives, peut-être même positives, et puis on a vu au cours de la semaine d'autres choses plus inquiétantes, ce qui fait un tableau avec plusieurs scénarios possibles et qui sont un petit peu complexes, il faut bien dire aujourd'hui. Alors, vous parliez de choses positives, Guy-Philippe Goldstein. Il y a beaucoup de gens en Israël où je me trouve qui sont effectivement particulièrement positifs sur les nominations qu'a fait Donald Trump et notamment celle du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, celle de plusieurs conseillers qui sont volontairement pro-israéliens. Donc, on va dire que de ce côté-là, ça peut être bien perçu. Et puis, même sur l'Iran, le vœu de Donald Trump de remettre en cause un certain nombre de sanctions que l'administration Biden avait finalement un peu oubliées face à l'Iran, arrange à la fois l'affaire d'Israël et celle du peuple iranien. Alors en fait, si on regarde, on va prendre les nominations, parce que pour l'instant, cette coloration du prochain gouvernement Trump, elle est très compliquée, mais on commence à en voir émerger ben, justement des approches, et ce sont des approches très contradictoires. Alors si je prends en fait les nominations du tout début de la semaine qui vient de s'écouler, la semaine dernière, alors oui, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble à une forme de, on va dire, d'administration républicaine bon teint, assez offensive, et cela peut être utile dans une période qui est celle aujourd'hui d'un conflit, il faut le dire, larvé, voire ouvert sur certains théâtres que sont Israël, que sont l'Ukraine, face à des blocs qui se constituent, dont le bloc que tout le monde peut évoquer aujourd'hui, qui est très clairement délimité entre l'Iran, son principal allié qui est la Russie, et derrière son principal client et donc fournisseur de devises qui est la Chine, ok, et puis nous les pays occidentaux. Donc, en début de semaine dernière, on avait des nominations comme celle de Mike Valtz comme National Security Advisor auprès de Trump, de Marco Rubio comme secrétaire d'État, même on pourrait parler de John Ratcliffe pour la CIA, qui sont, je ne veux pas dire aujourd'hui des personnalités modérées, mais en tout cas des personnalités capables effectivement d'incarner une politique de pression forte, de pression maximum sur l'Iran. En même temps, il y a eu quelques esquisses autour de ça, de possibilités aussi, toujours dans le cadre de cette guerre froide contre ses ennemis qui sont en alliance, eh bien, de reprendre des fournitures d'armes plus offensives pour aider l'Ukraine. Ces choses-là ne sont pas totalement claires, mais il y avait cette espèce on va dire, d'impression qui pouvait émerger, et donc aussi évidemment derrière, d'être capable d'être plus dur et plus ferme sur la défense de la Chine, sachant, il faut le dire aussi, que dans les derniers mois, l'administration Biden n'a pas été aussi offensive que nécessaire, peut-être, sur la défense de l'Ukraine. Bon. Et je le dis évidemment en pensant à Israël, mais en pensant aussi à notre cadre de sécurité européen. Bon. Donc, on pouvait dire en tout début de semaine, c'est peut-être pas si mal que ça. Peut-être qu'on va avoir effectivement un président avec une administration qui va frapper très fortement du poing sur la table, mais dans cette période d'opposition forte dans laquelle on est aujourd'hui, bien un point sur la table frappé de façon forte et crédible peut être utile pour faire reculer nos adversaires, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Bon. Et puis alors, en milieu de semaine, boum patatras, si je puis me permettre, des nominations qui tout d'un coup ont un petit peu fait tourner la table. On pourrait parler de Pete Hegseth, qui est un chroniqueur sur Fox News dans une émission dominicale de Fox News, qui a eu un passé militaire, mais qui n'a jamais géré une organisation aussi importante, imposante que celle du département de la défense américaine, le Pentagone. C'est quand même un budget de 780 milliards de dollars et c'est 3 millions de personnes à gérer pour une personne qui n'a jamais géré aucune structure, même pas une entreprise. Bon. Euh, et qui, en plus de cela, on vient de l'apprendre, est un prédateur sexuel, peut-être, et se promène avec des tatouages de nationalistes et extrémistes. Donc, un ensemble de choses un petit peu particulières sur d'ailleurs lesquelles des adversaires pourraient jouer pour faire pression. Et puis, à côté de ça,
à la nomination du DNI, le directeur national du renseignement, une personne totalement éminente, évidemment, à l'intérieur de l'appareil de renseignement américain, une personnalité qui s'appelle Tulsi Gabbard, une ancienne démocrate qui est passée républicaine, qui est en fait l'une des personnes les plus pro-Assad, pro-Syrie de Assad aux États-Unis, qui est aussi très pro-russe et d'ailleurs qui s'est permis, entre autres, de diffuser des théories du complot russe sur l'Ukraine, comme quoi il y aurait des laboratoires dangereux qui se trouvaient en Ukraine, etc. Bon. Et je pourrais juste m'arrêter là, parce qu'on pourrait aussi évoquer d'autres nominations comme Matt Gaetz, qui est une personnalité qui serait lui aussi un prédateur sexuel, une personnalité sur laquelle des agences étrangères pourraient jouer et faire pression, et sachant qu'en tant qu'attorney général, donc l'équivalent de ministre de la Justice aux États-Unis, non seulement il contrôle le département de la justice, mais il contrôle aussi le FBI potentiellement, en tout cas il a la supervision du FBI, et le FBI c'est aussi l'organisme qui s'occupe du contre-renseignement. Donc je peux vous le dire tout de suite, si ces nominations-là sont confirmées par le Sénat américain, l'impact de la crédibilité sur la crédibilité américaine va être immédiate et terrible. Bruit de couloir, on va dire, dans les agences de renseignement, c'est que si Tulsi Gabbard est confirmée, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra plus partager avec les États-Unis. Et ces problèmes sont d'ailleurs déjà posés par le passé entre les États-Unis et même Israël, puisqu'il y a eu des cas où Trump lui-même s'est permis de donner des informations sur des opérations israéliennes directement à ses contacts russes. Euh, il y avait un article là-dessus dans le New York Times. Si Tulsi Gabbard, qui est pro-syrienne, arrive effectivement à la tête du renseignement américain, ça va poser des questions. Nous risquons d'entrer dans un monde de défiance, tout simplement, par rapport à ce qui reste le pilier le plus fondamental de notre système de sécurité, à savoir les États-Unis d'Amérique. Et que dans ce cadre-là, eh bien, on risque d'avoir des jeux d'alliances très différents, à savoir que, et on l'évoque déjà en Europe, essayer de reconstruire des alliances plus fortes entre les pays européens, mais pour Israël, et je terminerai là-dessus, des questions aussi graves qui se posent, parce qu'Israël ne va pas aller auprès de groupes de pays européens. Israël reste évidemment très fortement lié aux États-Unis. Or, et là je rebondis sur votre question avec Elon Musk, et c'est pour moi peut-être l'une des alertes les plus graves. On a appris aussi en début de semaine que Elon Musk a eu des contacts avec des diplomates iraniens. Et là, si jamais l'hypothèse qu'en réalité, derrière tout ça, il y a un jeu de Trump qui peut-être essaie de faire plaisir, eh bien, ou écoute en fait comme conseiller Vladimir Poutine, puisqu'on sait qu'il y a eu la poursuite de conversation depuis qu'il n'est plus président avec Vladimir Poutine, il y a peut-être un risque d'une stratégie perdante pour les États-Unis qu'on a déjà vu à l'œuvre, non pas avec l'Iran, mais avec la Corée du Nord. Les Nord-Coréens ont gagné du temps et ont réussi à développer tout leur arsenal nucléaire. Eh bien, le vrai risque qui est posé aujourd'hui à Israël, c'est d'avoir des gens comme Elon Musk qui soient peut-être utilisés par Vladimir Poutine et puissent mettre sur la table eh bien, un grand deal avec l'Iran qui, là aussi, serait tout simplement un mythe, une illusion, mais dans laquelle quelqu'un comme Trump pourrait malheureusement tomber dedans et forcer la main à Israël et quelque part forcer un petit peu les décisions face à un adversaire iranien qui est plutôt mal en point aujourd'hui. Et c'est justement pas aujourd'hui qu'il faudrait tendre la main avec le risque que pour le coup, si on laisse trop de temps aux Iraniens, eux, ils vont développer également leur arsenal nucléaire. Donc c'est un petit peu le problème qui est posé aujourd'hui et sur lequel il faut garder la tête froide, mais bien voir qu'il faut aujourd'hui voir au-delà des apparences et regarder qui dans cette administration américaine fait quoi et pour quelles raisons. Merci beaucoup, Guy-Philippe Goldstein, expert en cybersécurité, entre autres, et enseignant à l'école de guerre économique à Paris, auteur de nombreux livres. On continuera de discuter évidemment de cette administration Trump au fur et à mesure qu'elle va arriver et faire vraiment des choses. Merci et bonne journée, à bientôt. Merci Lise, à très vite.